Bienvenue au mois de la sensibilisation à l'adoption. Donc, ce mois-ci, comme tous les novembre d'ailleurs, on a toujours un thème qu'on choisit tous les ans pour discuter de l'adoption. Puis cette année, on a choisi vraiment de regarder du côté des enfants, puis de montrer la voix des enfants. Ce qu'on voudrait faire, c'est que vraiment tout le monde qui soit a adopté ou est en train de penser à adopter ou se décide d'adopter comprenne qu'est-ce que ça veut dire du bord de l'enfant. Donc, qu'est-ce que ces enfants qui sont dans le système de protection de l'enfance, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux qu'est-ce que c'est le vécu pour eux, puis comment vous préparez à les accueillir chez vous ou vous aidez à les élever une fois qu'ils sont chez vous. Donc, c'est le thème qu'on voulait, c'est parlons de ce qui nous est arrivé. Donc, parlons vraiment du vécu des enfants. Alors, ça, c'est notre thème pour le mois. Puis aujourd'hui, plus en détail, je vais vous parler des réponses de survie. Donc, comprendre les réponses de survie. Qu'est-ce qu'un enfant ressent quand il est en mode de survie? Et première chose, je dirais que c'est une citation du docteur Stephen Porges qui dit « Les traumatismes, se sentir en sécurité, c'est le traitement. » Donc, on se pose souvent la question « Comment aider ces enfants à guérir? » Puis finalement, c'est ça. C'est vraiment en les sécurisant. Donc, le traitement pour les traumatismes, c'est se sentir en sécurité. Donc, c'était une façon de vous présenter le thème pour cette soirée. Alors, une des choses qu'on voulait faire avec cet atelier, vraiment, c'est mettre un point de vue différent sur les comportements difficiles et même sur le mot comportement. On parle souvent des enfants qui mordent, qui frappent, qui crient, ou quoi que ce soit. Et souvent, on cherche de l'aide à ça, on cherche une façon de changer le comportement, à arranger la situation. On cherche à apprendre à l'enfant que, c'est pas acceptable de faire ça. On cherche même à raisonner avec l'enfant. Mais en réalité, pour nos enfants traumatisés, c'est plus compliqué que ça. Le comportement, c'est vraiment la chose la moins importante de ce qui se passe en dessous, la cause du comportement. Alors, quand on pense à la façon dont on peut aider les enfants, l'idée, c'est vraiment de créer cette sécurité, de se sentir en sécurité, c'est le traitement, comme j'ai dit, là. Et il faut que les enfants se sentent aimés, sécures. Le plus important, c'est de bâtir cette relation avec elles. Donc, votre travail que vous faites avec eux et votre relation, c'est ça qui construit cette sécurité pour ces enfants et c'est vraiment l'essentiel. Donc, quand on pense au comportement que démontrent ces enfants, il faut vraiment penser, c'est de la survie, pas de la désobéissance. Il faut penser à créer de la sécurité, pas à punir. Et on va voir un peu plus tard, quand on pense au cerveau, c'est vraiment de penser à la réponse du tronc cérébral et non du cortex. Je vais expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire, ça. Mais ça, c'est les points importants parce que soit en tant que parent ou même en tant qu'enseignant ou n'importe qui soutient ses enfants, on a cette habitude de, si le comportement n'est pas tel, comment est-ce qu'on va le rediriger? Comment est-ce qu'on va faire de la discipline ou punir quand ils ne suivent pas les règles? Et vraiment, nos enfants ne sont pas encore à ce point-là. Numéro 1, c'est les faire se sentir en sécurité. Donc, c'est ça. Alors, oh, je vais trop vite. Hey, comment est-ce que je recule? OK. OK, maintenant je peux commencer. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux, donc, je suis sûre que tout le monde ici a déjà entendu parler un peu de PTSD. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre un adulte qui a subi un traumatisme et qui a du PTSD et un enfant. C'est pourquoi un adulte n'a pas les mêmes réactions qu'un enfant qui est traumatisé. Puis, c'est que, il y a beaucoup de similarités, c'est vrai, mais il y a aussi une grande différence. Puis la grande différence, c'est que pour nos enfants, le traumatisme s'est produit à un très, très jeune âge, quand leur cerveau était encore en train de se développer.
Alors, le traumatisme, puis la réponse au traumatisme est vraiment intégrée dans la façon où il voit le monde. Tandis que quelqu'un qui a un PTSD, normalement, ils se sont développés dans un environnement sain ou à peu près, là, et ils ont eu une expérience de vie assez normale. Et c'est un événement plus tard traumatique qui a brisé ça, qui leur a donné un moment difficile à traverser. Donc, leur cerveau était déjà développé, leur cerveau avait déjà appris à agir dans notre monde. Alors, les traumatismes complexes, ils arrivent quand le cerveau est encore en train d'apprendre, encore en train de se faire les connexions. Et c'est ça. Alors, il faut penser un peu à la différence entre, imaginez un enfant qui grandit dans une zone de guerre et un autre qui grandit dans un environnement sûr et aimant. Les réactions qu'il va avoir, les expériences de vie, tout ça, c'est du jour au lendemain, là, c'est complètement différent. Et en plus, notre cerveau, il est construit ou il est fait pour avoir des relations et pour faire des connexions avec les gens. Mais ce qui s'est passé avec ces enfants qui ont été traumatisés, c'est qu'ils se sont tellement concentrés sur la survie que ça a empêché le fonctionnement du cerveau de créer ses habilités de faire des relations, de penser, de faire des choix sains. Ils sont juste, le cerveau s'est développé en pensant juste survie, survie, survie. Et il faut beaucoup de temps après pour ils sont capables de guérir, ils sont capables d'apprendre ces choses-là, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail pour venir à ces choses-là. Et ça prend aussi, même si l'enfant décide, OK, je vais arrêter de penser en survie, là, c'est pas dangereux, je peux y aller. Il faut quand même maintenant qu'il combatte son cerveau et la nature de son cerveau. Donc, c'est une grosse montagne à surmonter finalement. Donc, comme on est un petit groupe, là, je vais demander, est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Ça va? OK. Donc, ici, juste pour expliquer une petite vidéo pour expliquer un peu comment le cerveau est divisé, pour qu'on puisse expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe chez nos enfants. Et voilà. Voici un cerveau. Il y a 3 parties. En blanc, le néocortex. En vert, le limbique. Et en noir, le reptilien. Le néocortex est la partie du cerveau qui réfléchit. C'est cette partie qu'on utilise pour apprendre, pour trouver des idées, pour penser. Sa capacité d'apprendre est infinie. Au milieu, on peut voir le cerveau limbique. Lui, il ne réfléchit pas. Il s'occupe des émotions. Quand on est joyeux ou motivé, il fonctionne comme un moteur qui aide le néocortex à travailler. Mais quand on a peur, qu'on est stressé ou triste par exemple, il enclenche une sorte d'alarme. Cette alarme est automatiquement repérée par le cerveau reptilien. Lui, il ne réfléchit pas non plus. Il doit nous maintenir en vie. Alors quand il entend une alarme, il se met en mode survie. Pour nous protéger, il a 3 solutions. La première, c'est d'attaquer. Mais à l'école, ce n'est pas toujours bien vu. Alors il utilise parfois la deuxième solution, qui est de partir le plus vite possible, la fuite. Quand on ne peut pas partir en vrai, on part parfois dans notre imagination. Et la troisième méthode pour nous protéger, c'est de tout bloquer. C'est pour ça que de temps en temps, quand on est stressé, on n'arrive plus à réfléchir, même si on avait bien appris. La seule solution pour nous libérer, c'est d'éteindre l'alarme. Quand l'émotion de peur ou de stress diminue, l'alarme s'affaiblit et le néocortex peut à nouveau fonctionner. Donc, c'était pour expliquer les 3 différentes sections du cerveau. Puis, je vais passer ici pour... OK, je m'excuse d'abord. Les prochaines quelques
pages vont être en anglais. J'ai cherché partout, puis il y a vraiment, c'est de l'information prise du Dr. Bruce Perry et c'est très difficile de trouver les traductions. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que c'est, mais vous allez voir qu'il y a pas mal des schémas qui sont en anglais, mais je vais faire mon possible. Et si vous avez des questions, vous avez juste à demander. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a rejoint le groupe pendant la vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, puis Candy m'avisera que vous êtes là, que vous avez une question. Donc ici, on parle un peu plus du traumatisme et du développement du cerveau. Donc, vous pouvez voir dans la gauche, à gauche, c'est vraiment comment un cerveau d'un enfant typique se développe. Et vous pouvez voir que la quantité d'activité cérébrale et le développement cérébral qui est axé sur la survie est relativement faible. Vous voyez en bas ici, c'est tout petit. Et ces enfants-là sont capables de développer les autres parties de leur cerveau et d'utiliser vraiment cette partie de leur cerveau d'une manière saine. Donc, la cognition, la partie sociale, la partie ici pour aider à se réguler, c'est quelque chose que pour eux, c'est pas un problème. Maintenant, vous regardez de l'autre côté, un enfant qui a grandi avec du trauma, donc qui a du trauma développemental. Et comme on a vu, ça peut affecter la façon dont le cerveau et les connexions du cerveau se développent. Et vous voyez que pour cet enfant-là, la partie qui a été exercée le plus finalement et la partie qui est le plus active, c'est la partie survie. Donc, tout ça pour vous expliquer que c'est vraiment physiologique, cette idée que la réaction que les enfants ont comme ça, c'est une idée de survie, c'est une façon, c'est une méthode de survie, c'est vraiment physiologique. Et leur cerveau a pris tout ce temps-là et est comme resté coincé, là. Donc, les autres parties comme régulation, les connexions émotionnelles et la cognition, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour eux et c'est moins facile de les atteindre. Donc, il faut travailler beaucoup plus fort pour arriver à ces points-là, pour faire des décisions logiques, etc. Imaginez-vous un peu cet enfant, c'est comme s'il était dans une maison qui est en feu. Toujours la maison est en feu. Alors, tu ne te soucies pas vraiment des choses de la maison. Tu ne vas pas remarquer, oh, il y a des beaux rideaux, ou ils ont eu un nouveau sofa, ou j'aime la façon dont cette pièce est organisée, là. Non, non. Tout ce que tu peux, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, c'est il faut que je me sauve, je suis en survie, il faut que je m'échappe, il faut que je sorte d'ici, c'est dangereux. Et c'est comme ça que ces enfants vivent ça. Donc, ça explique pourquoi c'est tellement important qu'on pense à ces enfants, que quand on pense à ces enfants, on se rappelle que leur cerveau est vraiment différent. Tu sais, ils peuvent se développer toutes les autres parties de leur cerveau, mais ils ont eu ce début qui les a encadrés comme ça. Donc, tu sais, ils vont pas simplement oublier qu'ils sont en mode de survie. Leur cerveau, il est construit comme ça. C'est du travail à faire. Alors, ici, pour vous montrer un exemple un peu de quand quelqu'un est régulier ou calme, voyez-vous un peu comment les différentes divisions du cerveau se font. Donc, le néocortex est à 85%, c'est ça qui marche le plus. On peut faire des décisions claires, on peut raisonner, on peut avoir des discussions. Et vous voyez qu'ici en bas, le brainstem, là, comme on dit en anglais, ça est très peu activé. On est calme, ça va, ça ne dérange pas. Tandis que si on va voir dans un cerveau qui est dans un mode de figement ou figé, et on va discuter un peu plus de ça un peu plus tard, mais pour vous montrer, un cerveau dérégulé, tout d'un coup, on voit qu'il y a plus d'activité ici. Vous voyez que c'est la capacité de penser, de connecter est très, très, très réduite. Donc, on est vraiment dans un état déjà d'agitation. Et si on va au niveau suivant, que c'est vraiment encore plus fort que d'être figé et c'est peut-être en combat ou en fuite, là, il ne reste plus rien. Là. On est complètement panique totale, survie, puis le reste, là, il n'y a pas moyen de connecter avec quelqu'un qui est dans cet état-là. Donc, là, avant que je passe plus en détail à discuter des comment ces 4 états ou ces 4 réponses de survie se voient chez les enfants, comme on est un petit groupe, je vous demanderai encore s'il y a des questions ou si quelqu'un voulait demander quelque chose. Ça va, Candy? Il n'y a pas de questions?
Ça va Non? bien, on peut OK, continuer. c'est correct. Donc, ce que je vais faire, c'est, on va passer ici, je vais vous montrer aussi des outils qu'on a disponibles sur notre site web. Et c'est ici, on va lier de la présentation directement au site web. On va vous montrer un peu, on a tout détaillé ça pour vous, pour chacune des réactions, comment les enfants vivent ça. On va discuter juste un petit peu de à quoi un enfant ressemble quand il est dans cet état-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à se sécuriser. Et ensuite, moi et Candy, on va prendre des tours à vous donner des exemples de comment nous, on vit ça chez nous avec nos enfants. Mais je vous invite aussi à visiter la page web et voir plus en détail des autres exemples qu'il y a là. Vous allez voir que ça va vous servir. Je vais commencer avec combat. C'est moi qui vais commencer. Donc, si je vais au site web, ça va prendre une seconde pour ouvrir. Donc, vous allez voir que la façon, comme j'ai dit, qu'on a expliqué ça, la première chose ici, on va vous dire, quand je suis en réaction de combat, je me sens comme. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, on veut vraiment vous mettre dans la tête des enfants et vous donner une idée de qu'est-ce qui leur arrive quand ils ont cette réaction. Parce que je vous rappelle encore que ce n'est absolument pas un choix. C'est quelque chose que leur corps les met en action, puis c'est ça la réponse. Donc, un enfant qui a une réponse de combat, dans sa tête, dans son corps, il se dit, je ne peux pas être fâché contre les gens, avec les gens contre lesquels je veux vraiment être fâché. Donc, ils sont fâchés avec quelque chose et ils le démontrent avec les gens qui sont devant eux, mais ce n'est pas la source telle qu'elle. J'aimerais avoir des gens qui m'aiment. J'aimerais pouvoir aller dans un endroit sûr. Je suis si détestable, je veux mourir. J'aimerais pouvoir vous parler. J'aimerais avoir été désiré. Pourquoi n'ai-je pas été assez bon? C'est une question que beaucoup d'enfants adoptés se demandent. C'est pourquoi je ne suis pas avec ma première maman ou mon premier papa. Je vais vous repousser avant que vous ne vous débarrassiez de moi. J'aimerais que vous compreniez à quel point tout cela est effrayant. Je ne me sens pas en sécurité et j'ai besoin d'avoir le contrôle et de rendre les choses plus prévisibles. Puis ça, j'entends quelqu'un qui me dit que le combat à l'école, c'est exactement ça. J'ai besoin d'avoir le contrôle parce que si je ne l'ai pas, je vais mourir. C'est ça, vraiment, là, c'est à ce point-là. Je sais qu'on a l'impression qu'on exagère, mais les enfants, eux autres, ils ne sont pas capables de contrôler à quel niveau c'est vrai pour eux. Et même si des fois, on a l'impression que c'est exagéré, c'est rien, pour l'enfant, en ce moment-là, là, c'est absolument la vérité. Et vraiment, ils pensent qu'ils ne vont pas surmonter ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants quand ils sont en combat pour les aider à se sentir en sécurité? Des suggestions qu'on vous donne et des choses, ceci, c'est des choses qu'on a discutées avec des enfants et les enfants nous ont proposé ça comme solution. C'est dites-moi que vous m'aimez, même si mon comportement vous repousse. Ne me punissez pas parce que je suis fâchée. Récompensez-moi par votre gentillesse et votre amour si je retrouve mon calme. Faites en sorte que je ne me blesse pas. Adaptez-vous à mon énergie. Ça, ce que ça veut dire, c'est comprendre que l'énergie et la façon dont l'enfant se présente, c'est plus important que les mots qui ressortent. Il faut vraiment que vous oubliez ce qu'il est en train de dire, puis que vous voyez quelles émotions ils sont en train de vivre. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Qu'on dit adaptez-vous à mon énergie, c'est reconnaissez les émotions qu'ils vivent. Faites des respirations profondes, des aliments moelleux, ça aide à les soutenir socialement. Laissez-moi me suspendre, me balancer, grimper, donc aller jouer dans la cour d'école. Un bain chaud avec beaucoup de bulles, ça marche toujours chez nous. Du lait chaud ou un chocolat chaud, une bouillotte, un nounours ou un toutou super doux et une couverture. Donnez-moi quelque chose à faire qui me fait sentir important. Connectez-vous avec moi et montrez-moi de l'empathie avant d'explorer les conséquences de mon comportement. Laissez-moi avoir un endroit sûr où aller pour que je puisse me calmer avec ou sans vous et rendez les choses prévisibles. Prévenez-moi s'il y a des changements avant qu'ils ne se produisent, surtout si des étrangers viennent à la maison ou à l'école ou si je dois aller dans un nouvel endroit.
accepter que je puisse ne pas savoir pourquoi je me suis comportée de cette façon et que je puisse ne pas me souvenir de ce qui s'est passé et écouter et reconnaissez ce que je ressens, même si vous voyez les choses différemment, cela m'aidera à me sentir écoutée. Donc, même si pour vous, quelque chose qui s'est passé, ça a l'air de bien banal, puis c'est difficile de comprendre pourquoi l'enfant est si agité, il faut juste laisser faire puis les écouter. Il faut juste croire. C'est pour eux, même si ça a l'air du ridicule, puis des fois c'est du ridicule, des fois pour nous c'est un rien du tout. Pour eux, c'est un manque de sécurité, c'est tout ce qu'il y a en ce moment. Donc, il faut les ramener à la sécurité. Alors, je ne vais pas lire celle-ci parce que je ne veux pas tout lire, là, mais ceci, c'est pour vous donner une idée. Je vais vous donner un exemple un peu de ce que ça veut dire pour moi, le combat, puis qu'est-ce qu'on fait à la maison. Donc, mon fils, par exemple, je vais vous dire aujourd'hui, là, il y avait une pause. Il avait fait un petit peu de travail à l'ordinateur pour l'école. Et après, je lui ai dit, OK, il est temps de prendre une pause. Tu peux prendre une pause de 10 minutes, tu aller voir une vidéo, quelque chose pour rigoler. Et après, je lui ai dit, maintenant, on va dîner et après, on va continuer à faire du travail. Bon, ben, quand je lui ai dit que ces 10 minutes étaient finies, là, c'était une explosion complète. Il a couru, crié, frappé, il a tapé tellement fort les murs là, qu'il a fait des trous dans les murs. Là. Dans un des murs, il y a un trou dans l'escalier, dans un des murs. Il y avait juste vraiment pas moyen pour lui de se contrôler. C'était absolument la fin du monde parce qu'il pensait, dans sa tête, là, il pensait vraiment qu'on allait tout prendre, qu'on allait plus lui permettre de jouer, qu'on allait plus. C'était plus gros que lui. Puis il arrive vraiment pas à se contrôler. C'est une explosion comme ça. Et c'est pas quelque chose qu'il peut contrôler. Un autre exemple que je peux vous dire, c'est un exemple que ma collègue Catherine a partagé avec nous l'autre jour en disant que sa fille, par exemple, pour elle, ça fait 12 ans, là, pour elle, la routine et la régularité, c'est très important. Et un jour, ils étaient en route pour aller à son rendez-vous pour l'orthophoniste. Et sa fille adore aller à l'orthophoniste. Elle aime beaucoup ça. C'est quelqu'un à qui elle fait confiance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, elle aime beaucoup les routines aussi. Et en route vers l'orthophoniste, tout d'un coup, le téléphone sonne. Et comme elle est en train de conduire, elle est obligée de répondre sans main. Bien sûr, elle ne peut pas répondre puis bloquer l'appel. Donc, ça répond sans main et l'orthophoniste dit, j'ai un contretemps, je ne peux pas vous voir aujourd'hui, je m'excuse, j'annule. Donc, tout ça, c'est arrivé volume maximum, tout fort pour que sa fille l'entende avant qu'elle puisse la prévenir. Et elle a dit qu'elle a dû tout de suite se ranger sur le bord de la rue. C'était une explosion totale. Sa fille a fait la crise, donné des coups de pied, crié « Pourquoi je ne peux pas aller? » Parce qu'elle était tellement déçue de ne pas pouvoir aller voir son orthophoniste et surtout parce que c'était un changement justement dans sa routine. Donc, c'est plus fort qu'elle. Ce n'était pas un choix de réagir comme ça. C'est juste une explosion à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on veut dire quand un enfant rentre dans cette réaction de combat. Et toutes les choses que je vous ai proposées pour les aider à revenir, à se calmer, c'est des choses que vous allez voir, ça dépend vraiment de chaque enfant. Il faut connaître votre enfant et voir qu'est-ce qui peut marcher pour les rassurer, les calmer, les aider à se réguler. Mais le plus important, c'est de ne pas réagir de la même façon, de ne pas se fâcher avec eux, de ne pas dire « Wow, là, tu réagis fort, là. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un rendez-vous. » Pour eux, en ce moment, c'est la chose la plus grave du monde. Puis il faut leur donner l'espace qu'ils ont besoin pour se calmer. Et il faut leur dire « C'est correct, tu es en sécurité. Faisons quelque chose ensemble. » Il y a aussi, vous avez vu dans la liste que j'ai donnée tout à l'heure, certaines choses, c'était me donner quelque chose d'important à faire, me donner des éléments doux. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire à l'avance pour prévenir ces moments comme ça. Si vous savez que votre enfant a tendance à répondre d'une façon combative et que c'est possible qu'il y ait un moment ou une explosion, il y a des choses que vous pouvez faire à l'avance. Avoir le toutou dans le sac, lui donner une activité à faire pour le distraire, lui donner une responsabilité comme
si vous êtes en train de conduire, juste lui dire, OK, là, c'est à toi de me dire que si le feu est rouge ou vert, là, rappelle-moi, là, n'importe quoi comme ça pour les distraire et lui donner un sens d'importance. Donc, ça explique un peu la réaction de combat. Maintenant, je voulais faire la réaction. Voulais-tu faire? Je peux faire la fuite si tu veux. Oui, OK. Je vais cliquer là, dans fuite. Voilà. Parfait. Fait que dans le fond, quand on est en réaction de fuite, dans le fond, nos enfants, ils sortent un petit peu plus comme j'ai besoin de sortir d'ici tout de suite, mais s'évader. Ils vont. Puis fuite ne veut pas vraiment décoller à courir, mais ils vont juste essayer de sortir de cette situation-là par tous les moyens possibles pour eux. Faut qu'ils se trouvent un endroit sûr, ils veulent s'échapper, ils n'y arrivent pas, etc. Avec qui ce qu'ils sont aussi des fois, c'est si qu'ils sont avec une personne, puis il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là, puis c'est quelque chose que la personne a dit ou que la personne a fait. Des fois, ça n'a même pas rapport avec ce qu'on fait, mais c'est juste la façon qu'on le fait peut justement les triggerer, là, je vais pas dire, mon Dieu, je perds mon français, les déclencher. Ils vont vouloir juste s'éloigner de cette personne-là, puis etc., puis juste vouloir s'enlever de là, puis là, tu comprends pas de, comme, ben voyons, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu le déranger, là, tu sais. Puis pour eux, c'est comme, ils te voient comme le danger, là, tu sais. Puis dans le fond, là, eux, ils vont sentir que justement, avec qu'est-ce que je suis, je me sens pas protégée, faut que je m'en vais de là, c'est dangereux au point que je pourrais mourir. Puis en même temps, ça leur affecte au niveau de leur estime de soi. Ils se sentent comme si qu'ils ne valent pas grand-chose, qu'ils se sentent complètement seuls dans le monde. Puis des fois, ils veulent juste cacher leur émotion aussi. Ils ne veulent pas nous montrer ce qu'ils ressentent parce qu'ils ont peur justement, soit qu'ils ont déjà eu des réprimandes par rapport à exprimer leur émotion, etc., whatever, dépendamment de ce qu'ils ont vécu. Fait que si qu'ils montraient un peu de leur émotion ou qu'ils combattaient ou que justement, ben, la réplique était plus forte de ce côté-là. Fait tu sais, puis souvent, mais c'est des fois, ils vont se sentir juste qu'ils n'ont pas leur place. Moi, j'aime expliquer à quoi ils ont l'air, parce que des fois, on dit, OK, ben c'est pas toujours clair et net, dans le fond, de la façon qu'ils sont. Tu sais, quelqu'un qui est hyperactif, qui est étourdi, merci. Quelqu'un qui est hyperactif, qui est étourdi, tout ça, qui est agressif, menaçant, là, tu sais, il serre les poings, là, oui, comme la fuite, c'est pas toujours partir à courir, là. C'est ça, exactement. C'est juste éviter, là, l'évitement, oui. Exactement. Des fois, ça se peut qu'il s'échappe, ça se peut qu'il frappe ces choses-là, whatever, mais il ne va pas vraiment être comme violent sur les choses. Il va essayer de tout contenir sans don, là, tu sais. Il va être maladroit, tapageur, perturbateur, c'est sûr qu'il va essayer de justement de réagir plus impulsivement, dangereusement. Puis en même temps, quand il va faire ça, souvent, ben, ils ont l'air aussi de juste pas carrer des autres. Là, ils s'en foutent de ce qui se passe autour, même si que, il y en a un autre, l'empathie n'est pas là pendant tout. Si l'autre à côté est en train de pleurer, mais lui, dans sa tête, il est complètement ailleurs. Même si qu'elle pleure, je m'en fous. Moi, s'il faut que je m'en vais d'ici, je vais la laisser broyer, là, tu sais. Puis des fois, ils vont juste se sentir tellement tout seuls, puis ils vont essayer de s'occuper le plus possible, justement pour essayer de comme s'occuper la tête pour ne pas penser à ça. Puis des fois, même, ils vont même jusqu'à utiliser, tu sais, un langage de bébé, ou etc., juste pour comme... Puis, en tout cas, ils font le clown, moi, je trouve. ils font le clown, c'est ça. Mon fils, il fait ça, là, il fait le bébé, tu le vois, là, sa face change là, tout d'un coup, là, quand ils vont faire. Tu sais, ils mettent cette tête de bêtise, là, mais c'est vraiment qu'ils sont en train d'essayer de changer ce qui se passe. Là. Ils essaient de changer l'humain, oublions ce qui se passe. Puis, ouais. Ben, par exemple, le mien, là, tu sais, il y a un peu d'oppositionnel, si tu veux. Là, ça m'attend qu'il est en train, il est en train d'écouter la tablette, quelque chose sur la tablette, puis là, l'émission arrive finie. Là. On écoute les patrouilles, c'est puis patrouille mais en tout cas, l'émission arrive finie, puis là, je dis, là, l'émission arrive finie, après cette émission-là, on va la ramasser. Dans sa tête, c'est comme si je vais y arracher pour la vie, puis il l'aura plus. Là. C'est comme si que c'est fini pour la vie, c'est comme la panique totale, puis il va genre comme cacher la tablette,
des choses comme ça, où il va juste s'en aller avec la tablette ou qu'il va me bouder, carrément me bouder. Pour des choses comme ça, parce que pour lui, il se sent attaqué, là, comme lui, ça va pas ses affaires. Là. Regardons un peu comme qu'est-ce qu'on peut faire pour Qu'est-ce que je peux aider. faire? C'est là que je m'en allais, oui. Ouais. Dans le fond, là, l'idéal, c'est vraiment toujours, on revient toujours à aller sur le sentiment qui fait et non le geste qui fait. Puis on va le garder près de nous. On va essayer de justement, s'il essaie de se sauver, etc., whatever, bien sûr, of course, qu'il se fait pas mal, des choses, mais essayer de le réconforter de quelque façon, essayer de le grounder aussi de quelque façon pour dire, OK, ce que tu penses ici qui est peut-être dangereux, pour nous, ce ne l'est pas, mais pour lui, ce l'est. Fait essayer d'y faire réaliser que ce qui se passe autour de lui est correct, puis essayer d'y trouver quelque chose de réconfortant pour lui. Fait que la même chose, des respirations profondes, essayer de l'occuper avec autre chose, de le rendre utile, lui donner quelque chose de croquant, la même chose. Là, ça se ressemble un peu de ce côté-là. Même des fois, là, juste le fait d'avoir quelque chose de manuel à faire, là, de la pâte à modeler, quelque chose juste pour comme justement sortir de sa tête, puis utiliser un petit peu plus ses mains, puis ces choses-là. Puis surtout, accepter le sentiment qu'il ressent, pas aller juger le sentiment qu'il ressent. Des fois, c'est facile à dire « arrête donc de bouder » ou « nanana, viens-t'en donc », comme, tu sais. Puis pour lui, c'est terrible à faire, tu sais, comme, autant niaiseux que moi, il est mauvais perdant, là, mais mauvais perdant, là. Tu sais, des choses comme ça. Hey, c'était donc bien dur une fois qu'il a commencé à bouder, de le ramener, etc. Lui, là, ça l'a fessé sur l'ego, là, mais comme big time, là, tu sais. C'est sûr que là, il est comme en kind of fuite, si tu veux, parce qu'il essaie juste de se sauver, puis whatever, puis ça marche pas. Puis lui, dans ce temps-là, là, il se sent comme un pourri, là. Comme, il se sent vraiment comme un pourri, puis je suis pas bon, puis etc. Moi, je vois ma fille, là, quand elle fuite, c'est vraiment pas physique. Elle, c'est carrément là, comme C'est ça, elle exactement. veut complètement se séparer de ce qui se passe. Elle veut pas Mhm. écouter, elle veut pas interagir. Elle fera des cris, des bruits, n'importe quoi pour sortir de là. Mais en même temps, tu sais, il faut penser qu'on on essaie de les rabaisser un peu, mais c'est pas le moment non plus pour essayer d'avoir une discussion avec eux. C'est pour ça que vous voyez, on parle beaucoup de choses physiques, parce qu'ils sont pas au point encore où vous pouvez raisonner avec eux. C'est vraiment comment je les ressens, comment je les ramène à leur corps. Si ça veut dire se balancer, une couverture pesante, quelque chose de chaud, tu sais. Puis souvent, c'est répété, ah, tu sais, je vois que tu es triste, je vois que tu as peur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là. Puis même si, tu sais, en fuite, il s'éloigne, ma fille, souvent, elle me dit, va-t'en. Puis là, dès que je m'éloigne, elle dit, non, reste, c'est va-t'en, non, reste. Non. Tu sais, ce C'est ça. tiraillage qui arrive, c'est parce que ils savent vraiment pas, là, ils se comprennent plus, là, comme ils ont peur, mais en même temps, ils sont fâchés. Puis comment, tu sais, là, tu les C'est vois, là, pour ça. ça, tu sais, on dit respiration, c'est pas toujours évident de lui dire respire ou, puis, tu sais, ça marche pas de dire calme-toi, respire. Il faut leur Non, montrer, toi, tu non. respires, puis les ramener sans qu'ils se rendent compte, vraiment, eux autres, à comment faire. Donc, c'est ça, là. Ils disent, enseignez-moi des techniques d'apaisement. C'est ça, là. Comme des fois, c'est juste s'asseoir avec eux puis attendre que ça soit passé. Des C'est fois, c'est ça. juste ça. Moi, j'aime beaucoup la dernière où ils disent, proposez-moi des façons sécuritaires de courir. Mhm. Donnez-leur des petits coins saufs, des petits coins sécuritaires. Ma fille, elle avait une petite tente noire dans sa chambre. Tu sais, elle aime ça aller se mettre Aussi, dans c'est le son lit. tipi, là. Oui, c'est ça. Mon fils, il y a des lits superposés, puis lui dort en haut, bien sûr. Puis c'est ça, tout de suite, là, il monte, puis il va se cacher en haut dans son lit superposé, là, puis en petite boule, là. Puis je veux dire qu'en tant que parent, voir un enfant en fuite, waouh, c'est difficile parce que, tu sais, toi, tu donnes tout ton Des- temps, tout ton amour à ces enfants. Tu dis, j'ai jamais rien fait. Pourquoi est-ce que mon enfant fait ça quand je l'approche? Ou pourquoi est-ce qu'il s'enfuit, ça cache de moi? Puis, tu sais, oubliez pas que ces choses-là, c'est absolument pas personnel. C'est une réaction physiologique.
ils ne peuvent pas empêcher ça, pareil qu'ils ne peuvent pas empêcher d'avoir faim ou d'avoir le hockey. Ou, tu sais, là, c'est plus fort qu'eux. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est les accompagner pendant ces moments-là pour qu'une fois qu'ils soient, tu sais, qu'ils descendent puis qu'ils soient plus calmes, là, vous pouvez faire les prochaines choses. Puis on va parler justement un petit peu plus tard dans la présentation de comment les ramener puis comment faire des retours aux événements déclencheurs. Moi, souvent, c'est ça. J'ai pas le choix de dire des fois, là, quand ce que ça arrive, tu sais, des fois, on n'arrive juste pas. Puis des fois, c'est moi non plus, je sers à rien, là, parce que je m'aperçois que c'est à moi de me calmer en premier, là, tu sais. Fait que je suis obligée de dire, OK, vis ton émotion, là, puis on va se donner 5 minutes, puis après, on essaiera de se trouver un truc, puis quelque chose d'autre à faire, là, tu sais. Fait que des fois, comme parents, c'est ça aussi, là, parce qu'on a bien beau essayer de tout aider, mais des fois, là, nous autres, ça ne marche pas non plus, là, tu sais. Parce que nous autres aussi, des fois, il y a des choses qui nous tannent, là. Puis c'est sûr que des fois, c'est go, 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 puis etc., puis on est sa presse, puis etc., puis lui, il décide qu'il n'est pas capable de mettre ses bottes, puis il reste là, puis il ne veut plus t'écouter, puis il ne veut plus mettre ses bottes, tu sais. Parce que là, il n'a pas réussi, fait que là, il est frustré qu'il n'a pas réussi, puis là, il se pense comme un pourri parce qu'il n'est pas capable de mettre ses bottes en matin. Tu sais, pour lui, pour nous autres, c'est tellement des niaiseries, mais pour lui, ça ne l'est tellement pas, là, tu sais. Puis c'est drôle que tu dises l'exemple de bottes aussi, parce que souvent, on s'en rend... Nous, c'est difficile de se rendre compte qu'est-ce qu'est l'événement déclencheur. Puis ça prend du temps comme, par exemple, nous, on peut penser que c'est parce qu'il traîne pour mettre ses bottes. Puis tout d'un coup, tu sais, au lieu de mettre ses bottes, il commence à dire « Ah, tu te souviens quand le petit chien était venu chez nous? » Puis il dit « Ben, mets tes bottes. Ah, mais le petit chien. » Ben ça, là, c'est une réaction de fuite. Puis ce qu'on ne se rend pas compte, c'est peut-être que la dernière fois qu'on a mis des bottes au lieu de mettre des souliers, on est allé chez le médecin, puis il n'a pas aimé ça. Tu sais, là, puis lui, là, c'est ça la réaction. Il ne veut pas vivre ce moment, il ne veut pas vivre ce souvenir. Ou est-ce que peut-être que la dernière fois qu'il a mis ses bottes, c'est quand il a laissé sa famille d'accueil pour la dernière fois? Ou est-ce que, tu sais, comme des choses comme ça, des émotions qu'ils ne veulent pas ressentir. Donc, puis eux-mêmes, ils ne savent pas au début quand ça se passe. Donc, c'est pour ça que c'est la logique à ce moment-là, c'est pas ça. C'est juste observer puis voir, OK, le petit bonhomme, là, il y a quelque chose qui lui fait peur. Tant pis pour l'horloge, puis on va être en retard, puis c'est pas grave, puis on va s'occuper de lui. Puis ça, c'est pas facile à faire non plus. Non, parce que des fois, prendre un 2 minutes de plus là nous sauve un 15-20 minutes après de chiolage, puis etc., puis de whatever, puis de tout le reste qui vient avec, là. Fait que des fois, on est en retard anyway, ça, souvent être en retard pour de vrai, là, tu sais. Tant qu'à être dedans, là, c'est bien le faire comme il faut, puis au moins, mais qu'on arrive là, il n'y aura personne qui va être en beau Mozart, puis il n'y aura personne qui sera crevé le chignon, là, tu sais. Puis des fois, je trouve que, c'est peut-être qu'on va être ralenti, puis on va être en retard 5, 10 fois parce qu'on a pris le temps de s'asseoir, puis lui expliquer où on va, puis que c'est pas dangereux, puis qu'il va être bien, ça. Mais ça veut dire qu'on va le faire 5, 10 fois, puis là, finalement, il va dépasser cette peur, puis ça va plus revenir. Donc, le temps puis le travail que vous avez fait pour ça, même si ça a l'air tannant de le répéter, ça va être fait puis fini. Au lieu de pas arrêter, pas faire le travail, de dire juste mets tes souliers, viens-t'en, puis de le prendre puis l'amener dans l'auto, là, ça va durer toujours. C'est prendre le temps de vivre ce moment avec lui, puis lui apprendre à vivre ce moment, d'investiguer, puis voir qu'est-ce que c'est qui a causé ça, qui a déclenché ça. Vous allez voir que c'est tout un changement. Puis, je vais vous dire qu'en tant que parent, comme j'ai dit, c'est pas facile, puis c'est vraiment une façon de voir les choses différemment, surtout si vous avez déjà élevé d'autres enfants ou si vous avez travaillé beaucoup avec d'autres enfants qui sont pas traumatisés, c'est changer votre vue du monde. C'est vraiment changer votre vue du monde. Donc, la prochaine chose, je vais vous parler du figement. Non, figement en anglais, on dit freezing. C'est cette chose que les enfants font quand tout d'un coup, ils arrêtent, là, ils ne répondent pas. Celle-là aussi, c'est quelque chose que, comme parent, c'est très difficile parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand tu parles à un enfant puis il te regarde comme si tu n'étais pas là. Comme complètement, pouf, pas de connexion. Donc, quand un enfant est en figement, voici ce que lui ressent. Il peut ressentir « je suis un échec, vous allez me renvoyer ». Je ne peux pas être celui que vous voulez que je sois. Je ne vaux pas la peine qu'on s'occupe de moi. J'ai honte, je me déteste. J'ai besoin d'un endroit sûr. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est une peur tellement profonde. Je suis un étranger. Je n'ai rien à faire ici avec vous.
Moi, je me souviens, mon fils, là, 1 an après son placement avec nous, il a verbalisé ça. Il a dit, vous êtes des étrangers, qu'est-ce que je fais ici? 1 an après avoir vécu avec nous. Donc, ça prend longtemps de guérir ces blessures-là. Je ne veux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça et vous vous débarrasserez de moi quand vous vous en apercevez, vous vous en rendez compte. Je suis humiliée, embarrassée. J'ai peur, j'ai besoin de me sentir en sécurité et je ne supporte pas votre rejet. Donc, les enfants adoptés ou en famille d'accueil ont beaucoup cette peur du rejet. Donc, comment est-ce qu'on peut aider un enfant en figement à se sentir en sécurité? C'est rester à ses côtés, ne le laissez pas seul. Dites-leur qu'ils sont corrects, qu'ils sont OK, ils sont en sécurité avec vous. Surtout quand ils sont en figement, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, juste s'asseoir avec eux, regarder la télévision, vous êtes avec eux. Respirer profondément avec eux, les faire passer sur une balançoire, les faire grimper, les suspendre sur les monkey bars, rouler ou descendre dans une colline à vélo, se faire creuser dans le jardin ou dans du sable, des choses manuelles, sauter sur un trampoline. Toutes ces choses-là, ça les rattache à leur corps parce que justement, quand on est en figement aussi, c'est facile d'avoir une dissociation totale. Effectuez avec moi la corvée que vous m'avez demandé de faire. Demandez-moi gentiment où je suis allée et invitez-moi à revenir dans la pièce. Donc, si je rêvasse, là, dis, hey, mon bonhomme, là, où ça va? Où c'était rendu? Là, reviens. On va continuer ce qu'on faisait. Ou, si vous lui avez dit une corvée, mais si vous avez donné une tâche à l'enfant et c'est ça qui l'a déclenché, faites la tâche avec lui. Juste aidez-le. Ça veut dire que pour lui, ça le dépasse de penser à faire ça tout seul. S'il y a une réaction émotionnelle si forte que ça, il a besoin d'être accompagné en ce moment. Si j'ai oublié ce que je devais faire, rappelez-moi encore une fois gentiment. Parce qu'en figement, justement, il y a une dissociation des fois. Ils vont vraiment pas se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, c'est possible qu'ils se souviennent pas de ce que vous leur ayez demandé de faire. Un chocolat chaud ou un morceau de pain grillé, un bon bain chaud et un nounours dans le lit ou un toutou dans le lit avec moi. Une autre chose que je trouve pour les enfants, si je veux parler un petit peu de à quoi ça a l'air, un enfant en figement, une chose à laquelle on ne pense pas, c'est les enfants qui sont figés comme ça ou qui réagissent en figement. Des fois, ce qu'ils font, c'est aussi dire des mensonges. Et je ne parle pas de gros mensonges comme d'inventer des histoires ou d'accuser des gens de choses. C'est vraiment des petites choses comme « As-tu tiré la chasse d'eau? Oui. As-tu fait ton lit? Oui. As-tu fermé la porte? As-tu fini ton devoir? Oui. Des choses que pour nous, après un bout de temps, ça devient tannant. Pourquoi est-ce qu'ils mentent comme ça? Ça ne sert à rien. Mais vraiment, c'est parce ils veulent juste arrêter ce qui se passe. Ils veulent déconnecter ce qui se passe. Donc, la chose la plus facile à faire pour eux, c'est juste de vous donner une réponse puis oublier. Juste boum, de se séparer complètement. Puis une chose que vous allez voir, pour le figement, ce qui est important à se rappeler aussi, c'est que, puis c'était dans comment les faire se sentir mieux, c'est que justement à cause de cette dissociation, souvent quand vous voulez faire un retour puis leur parler de ce qui est arrivé, ils vont vous dire qu'ils ne se souviennent pas ou ils vont dire que ça ne s'est pas passé ou ils vont nier le mensonge. Et toutes ces choses-là, comme parent, c'est difficile de l'accepter parce que tu vas dire, mais comment? Tu ne te souviens pas? Ça fait 3 minutes que tu m'as menti en plein dans la face. Mais vraiment, ils ne se souviennent pas, il faut les croire. Puis je sais que c'est difficile, c'est pas évident. Puis des fois, on se dit, ben c'est pas possible, mais c'est physiologique. Vraiment, ils sont pas capables de se rappeler de ces choses-là. Mon fils, moi, si je vous donne un exemple, c'est mon fils, moi, qui vraiment, lui, c'est figement. Quand il y a des discussions difficiles ou quand il est déçu ou quand il a peur parce que les choses vont pas comme il veut. Lui, surtout, c'est ça. Si les choses vont pas comme il veut, il y a beaucoup d'opposition. Alors, si on lui dit non pour quelque chose, carrément, là, il reste figé. Tu le vois, là, pouf, il est plus dans sa tête, là. Puis tu peux lui parler, il n'y a aucune réponse.
Et c'est vraiment difficile. Tu as envie, tu sais, lui dire, hey, réponds-moi, là, je te pose une question, je suis juste là, mais vraiment, il n'est pas là. Puis c'est difficile de ne pas prendre ça personnellement. Tu penses, tu sais, tu ne fais pas attention, tu m'ignores, tu parles d'autre chose. Je suis juste là, hey, écoute-moi. Mais c'est plus fort qu'eux, ils ne sont vraiment pas capables. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est vraiment les accompagner et les ramener à la conversation s'ils peuvent et les rassurer pendant tout ce temps-là que vous êtes là, ils sont corrects, il n'y a pas de trouble, vous allez les suivre, etc. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si tu as un autre exemple un peu pour figement, Candy, c'est à peu près ça. L'exercice de 5, 4, 3, 2, 1 pour les grounded niveaux, là. Ben ça, on va revenir Ça. à ça après, là, quand on va OK. parler de régulation, là, mais ouais, c'est ça. Autrement, puis le dernier, c'est toi qui allais faire figement, je me trompe. Oui, Bon, je sais, mais c'est pas grave. Alors, le dernier, c'est soumission. Celui-ci est un peu nouveau, mais je le trouve quand même pas mal important. Donc, voulais-tu lire ou veux-tu que moi je lise? Ben, je sais que toi, tu as un bon exemple, là, mais je vais le présenter puis tu me donneras ton exemple après. OK, parfait. Fait que quand je suis en réaction soumission, je me sens comme me faire du mal, mais à ressentir quelque chose. Souvent, ils peuvent faire de l'automutilation, boire de l'alcool, prendre des drogues, etc., quand on est rendu à l'âge un peu plus vieux. Sur les médias sociaux aussi, il peut parler à des inconnus qui ne me jugent pas ou qui pourraient qui se soucient moins dans le fond. Il essaie d'être toujours gentil et toujours dire oui, puis même des fois vont comme ils se sentent tellement inutiles, puis ils se sentent tellement pas bons comme les autres, fait qu'ils n'ont pas le choix de plaire à tout le monde. Puis même des fois, ils se disent comme tout est vraiment ma faute, je suis vraiment pas aimable. Quand quelque chose va pas, ils ramènent toujours ça à eux, que c'est de leur faute que ça va pas bien. Puis c'est ça, des fois, ils se sentent que je pourrais jamais gagner dans ce monde-ci, je serai jamais en sécurité, il n'y a rien qui sera bien. Ils ont l'air souvent tranquilles dans le train. Des fois, c'est pas les élèves qui vont donner plus de misère des fois à l'école. Puis parce que justement, ils veulent tellement se faire tout petits, ils veulent tellement pas prendre de place parce que justement, ils essaient de se sauver en tout cas, de leur réalité. Là. Fait que souvent, ils vont être tranquilles dans le train, seuls, repliés sur moi-même. Des fois, ils vont être agités, mais pas vraiment comme, pas pour tannant, là, juste parce qu'ils ont de l'air comme, ils ont l'air un paquet de nerfs, là, tu sais. C'est du monde qui n'attirera pas l'attention, qui vont répondre juste par des oui, oui, non, ils vont pas avoir des grandes phrases, là, tu sais, pour finir, à pu finir, là. Ils vont faire juste le minimum requis. On dirait qu'ils ont de la misère à réfléchir. Tu vas leur poser une question ou leur demander, tu sais, les amis vont leur demander, ben, qu'est-ce qu'on fait, etc. On dirait qu'ils ont genre comme, ils savent jamais rien, là, tu sais. Puis souvent, c'est ça. Ils sont tout le temps tranquilles, ils dérangent moins parce que justement, ils sont soumis. Puis ils veulent justement, ils veulent pas sortir du lot parce qu'ils veulent pas avoir cette attention-là qui, justement, en tout cas, les fait sentir vraiment pas bien, là. Puis comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à sentir en sécurité? Ben encore le même, ça se ressemble un peu à chaque fois. Fait que du moment qu'on a une approche de trauma, ça ressemble un peu à la même chose. Essayer de les grounder, essayer de les ramener à faire autre chose aussi, les rendre utiles, être juste avec eux, passer du temps tranquille. Puis c'est ça, des fois, aller sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, ces choses-là, c'est sécurisant pour eux parce que justement, ils ne se sentent pas jugés, ils sont capables de sortir de le monde de tous les jours, puis ils peuvent juste être là-dessus. Fait que des fois, c'est une façon. C'est triste pour les parents. Je sais souvent, on ne veut pas aller leur donner des jeux vidéo comme récompense à quelque chose de pas le fun. Mais pour eux, c'est quelque chose qui vraiment les aide à se déconnecter, puis ça les réassure que justement, ils n'ont pas besoin de facer le monde, puis etc. Encore là, quelque chose de réconfortant. Chocolat chaud, une doudou, ces choses-là. Surtout
encore là, reconnaître leur émotion. Soyez reconnaissants que je dise ce que je pense, que vous voulez que je dise. Dans le fond, ils vont souvent dire comme qu'on veut entendre, mais quand qu'ils prennent la peine de prendre la parole, il faut vraiment les écouter parce qu'ils veulent vraiment miner quelque chose. Ça aura pris tout leur petit change pour être capable de le dire, là, tu sais. Comprenez qu'ils ne peuvent pas être le centre de l'attention ou la personne sur laquelle on se concentre. Faites aussi attention au fait que je me retire en me tenant à l'écart de ce qui se passe, ces choses-là. Souvent, c'est pas... c'est des enfants que soit à l'école, ça va pas bien, mais à la maison, mon Dieu, ça va dans bien, etc. On l'entend jamais, cet enfant-là. Ou le contraire. À l'école, on l'entend pas. Ben, voyons donc, on s'aperçoit même pas qu'il est là, puis à la maison, s'il croche, c'est une tornade, là, tu sais. Fait que souvent, Oui. c'est ça. Patricia, je pense que tu as un bon exemple là-dessus, toi, là? Oui, comme je voulais rajouter aussi, c'est important de voir comme on dit, il dit, sachez que je suis facilement intimidée. Faites attention à cela plutôt que d'attendre que je vous le dise. Donc, c'est des enfants, ils veulent tellement faire plaisir à tout le monde que justement, ils sont facilement intimidés puis ils vont pas le dire. Et quand Candy parle de, tu sais, ils peuvent être d'une façon à la maison, une façon à l'école. Donc, ce qu'on voit souvent avec cet état de soumission, c'est une façon dont ils vivent vraiment leur vie. C'est pas une réponse spécifique à un certain moment ou à un certain événement. C'est la façon dont ils se portent toute leur vie. Donc, un enfant qui vit en soumission comme ça, peut-être que c'est l'enfant qui est à l'école, justement. On ne va pas le remarquer, il ne fait pas trop bruit. La madame, tu sais, elle le voit dans son petit coin, puis il ne dit rien. Mais ce qui arrive, c'est une fois qu'il arrive à la maison, tout d'un coup, c'est la perte de contrôle complète, c'est l'explosion, ils ne sont plus capables. C'est parce que ça a pris tous leurs efforts de toute la journée de se garder comme ça, calme, puis de plaire à tout le monde. Ils voulaient tellement ne pas être remarqués, ne pas être observés, ne pas interagir avec les autres, qui se sont gardés le plus fort possible. Puis quand ils arrivent à la maison, dans un endroit où, même si ça n'a pas l'air parce qu'ils explosent, c'est un endroit où ils se sentent plus en sécurité. Tout d'un coup, ils sont capables de montrer leurs émotions et de laisser sortir toutes les choses qu'ils ont gardées embouteillées dans la journée. Donc, on voit ça beaucoup, les enfants qui montrent de la soumission à l'école à journée longue. Quand ils arrivent à la maison, c'est l'explosion totale. Mais je vais vous dire que même si quand c'est nous à qui ça arrive à la maison, c'est difficile de comprendre, mais ça veut dire que les choses vont bien. C'est pas comme ça qu'on le voit dans le moment, mais ça veut dire qu'à la maison, il se sent déjà mieux. Vous avez réussi à lui laisser une place sécuritaire où il peut juste lâcher ses émotions. Donc, c'est un bon signe. Puis, c'est un exemple qu'on voit bien quand un enfant est placé au tout début dans une maison. Ils ont cette période qu'en anglais, on appelle honeymoon ou la lune de miel, là, où tout a l'air de bien se passer. Tout d'un coup, on dit, oh, il s'adapte bien, il m'appelle déjà maman, m'appelle déjà papa, il est sage, il obéit, tatati, tatata. Et puis, tu sais, on pense que ça va bien. Puis c'est possible que ça aille bien, là. C'est pas tous les enfants qui vont traverser des moments comme ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est après, tu sais, 1, 2, 3 semaines, on commence à avoir des petites craques. Puis, même si pour nous, quand on vit ça d'un côté extérieur, on se dit, OK, pourquoi ça allait si bien, puis tout d'un coup, ça va moins bien, commence à moins écouter, commence à faire ci, commence à faire des crises. En réalité, c'est vraiment un changement positif parce que ça veut dire que maintenant, ils se sentent assez à l'aise et assez en sécurité avec vous pour montrer leur peine, leur peur, tout ce qu'ils vivent. Donc, quand vous voyez ces petites craques, puis quand les crises commencent, là, même si c'est difficile de dire «Ah, ça va mieux», vraiment, c'est ça, là. Moi, je pense à mon petit gars quand il est venu ici, là, c'était tout souriant, «Bonjour, merci», mais je le voyais, il y avait toujours les poings fermé, fermé, fermé. Je me souviens, ma mère, elle venait nous voir, là, puis elle mettait son doigt, elle dit relâche, 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 pour qu'il relâche ses petits poings, parce qu'il était toujours tendu. Même s'il était souriant, puis il jouait, puis il rigolait, il était tendu. Puis là, après une couple de semaines, tout d'un coup, ça a lâché. Puis je vais vous dire, pendant comme 3 semaines, tout
tout ce qui lui arrivait. On disait qu'il était temps de manger, ou ou il se cognait le pied en descendant l'escalier, c'était les pleurs, mais torrentiels. C'était toutes ces émotions qu'il avait gardées pendant tellement longtemps, qui tout d'un coup, ouf, il se sentait assez à l'aise pour que ça sorte. Donc, on a traversé ça. Donc, ça, c'était pourquoi, je disais, je voulais, moi, parler de soumission et combat pour vous dire que ça peut vraiment passer d'un bord à l'autre, surtout soumission à l'école et combat à la maison, ça se voit beaucoup, mais c'est vraiment normal. Puis, si je donne un exemple de soumission, là, parce que je n'ai pas encore partagé, je dirais, ma fille, par exemple, elle est toujours chez nous, avec nous, là, elle va nous dire ce qu'elle pense, pas de problème, là, paf, 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 là, elle est forte, puis en tout cas, c'est pas toujours des beaux mots, mais elle pense toujours aussi à ce que les autres vont penser, puis je l'entends toujours. Elle s'habille, puis elle dit, ah ben maman, ça va être ridicule. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils vont se moquer de moi. Comme toutes ces choses-là, c'est sa réaction de soumission. Comme à l'école, dernièrement, quand ils font l'école par vidéo, elle refuse d'allumer la caméra. Elle veut pas qu'on la voie. Tu sais, elle participe, mais seulement s'il n'y a pas de volume. Quand il faut lire des textes, elle ne veut pas les lire à haute voix. Elle dira, je les lirai moi-même, puis après, je te réponds. Elle a une peur bleue comme ça de se rendre visible. Puis c'est ça, c'est cet état de soumission. Donc, c'est ça, là. Avais-tu quelque chose à rajouter pour l'exemple de soumission? Non, c'est parfait, merci. Non. Okay. Alors, on a parlé beaucoup, là, maintenant, je sais ce que je vais faire. Donc, je pensais que ce serait un bon moment pour parler un petit peu en groupe. Comment dois-je répondre? Donc, après tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants? Encore, je m'excuse, c'est en anglais, mais j'ai cherché pendant des heures, ça n'existe pas en français. Donc, je vais expliquer un peu qu'est-ce que chaque section veut dire. Donc, on parle d'aider l'enfant à se réguler, donc comment sortir de cette réaction de survie. Et en anglais, ils disent the 3 R's. Donc, c'est Dr. Bruce Perry qui a partagé ou qui a eu cette idée de montrer ça comme ça. Mais vraiment, c'est un rappel pour vous dire que quand ils sont au début puis qu'ils sont dans cet état de survie, c'est impossible de raisonner. Donc, il faut prendre un peu de recul. Puis, la première chose à faire, c'est aider l'enfant à se réguler, à se calmer, puis à laisser faire leur réponse de survie. Et ça, on vous a donné quelques exemples de, des choses, des textures à toucher, de la nourriture à manger, se balancer. Mais il y a d'autres choses. Vous allez vraiment connaître ce qui marche avec vos enfants. Une qui marche bien, puis Candy l'a proposée, je l'ai utilisée au moins 4 fois aujourd'hui. C'est la méthode 5, 4, 3, 2, 1. Puis c'est vraiment même quand l'enfant est énervé, excité, puis il n'est pas trop capable de s'exprimer. L'autre jour, je l'ai fait au milieu du Costco, là, j'ai un chariot plein, mon fils a crié, là, il ne voulait plus. Là. Puis j'ai dit, OK, attends un peu. Dis-moi 5 choses que tu vois. Puis c'est là, je vois le chariot, je vois ma soeur, je vois maman, je vois le monsieur là-bas, puis je vois un toutou. OK, 5 choses que tu vois. OK. Maintenant, ferme les yeux. 4 choses que tu entends. OK. Puis là, il nomme 4 choses qu'il entend. OK. 3 choses que tu peux sentir. Puis il va dire, ah, ceci, cela. Des fois, ce n'est pas des choses qui sentent vraiment. Moi, l'autre jour, mon fils me dit, j'ai senti du ketchup des hamburgers la semaine dernière. OK, vas-y, sens le ketchup. C'est juste. Ensuite, 2 choses, 2 émotions que tu ressens. C'est 2 émotions que tu ressens. Et souvent, c'est la colère, la tristesse. Et des fois aussi, tu peux lui demander, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Comme il y en a qui diront, j'ai mal à la tête ou je sens mon cœur qui bat vite. Et la dernière, c'est tu demandes une chose que tu goûtes. Qu'est-ce que tu goûtes dans la bouche? Il y en a qui vont dire mes larmes, parce que souvent, ils sont en train de pleurer quand ils sont à ce point-là. Des fois, si tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pour les calmer, quand tu dis qu'est-ce que tu goûtes, tu peux leur donner un petit bonbon ou un petit quelque chose de froid. Et là, tu les vois là, comme... Puis des fois, il faut le répéter plus qu'une fois, mais ça, c'est un exercice qui marche très bien pour les centrer. C'est pas, juste spécifier, c'est pas obligé d'être dans l'ordre, comme qu'elle a dit, Non, 5, 4, 3, 2, 1. Dans le fond, c'est utiliser les sens. C'est
tu utilises tu sais, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Puis moi, le dernier, au lieu de goûter, parce que souvent, tu sais, des fois, on est ailleurs, nos masques, etc., whatever, j'ai demandé, je dis, qu'est-ce que toi, des fois, qui te fait rire? Alors, ah, des pertes. Ah, ben là, on a décollé, puis finalement, il a oublié, tu sais, il a décollé, puis il pensait plus à ce que c'était, puis il riait parce que, ah, les pertes, ça me fait rire, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, Mhm. c'est pour les aider. Et puis, il y a des enfants qui ont besoin de l'activité physique. Encore, c'est pour se centrer. Pour les tout petits, moi, je trouve une chose qui marche bien, c'est le tête, épaule, genou et orteil. Tu sais, la chanson comme ça. Parce que justement, quand ils sont en figement ou quand ils sont en figement ou en suite, ils se sentent plus dans leur corps. Là. Ils sont tellement énervés que quand tu les fais toucher puis répéter comme ça tout d'un coup, ils se retrouvent là, ah, OK, je suis bien là, tu sais. Je disais l'autre jour, ils se sont moqués de moi quand je dis la Macarena, ça marche aussi pour ça, là, tu sais. Je peux faire ça, puis ça les fait rire un petit peu en même temps. Moi, mon fils, lui, il a cette chose comme, si tu l'hyper-focus comme le casse-tête, ça peut l'aider à se calmer. Mais une autre chose qu'il a, lui, il n'est pas capable de de comme désescalader lui-même. Quand il est agité, lui, il va être agité, 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 jusqu'à ce que souvent, finalement, il est tellement agité qu'il se blesse ou qu'il se cogne, puis c'est là qu'il crash, là, qu'il tombe. Donc, il a besoin d'aide pour descendre comme ça. Et une chose qui marche beaucoup avec des enfants comme ça, c'est ce qu'on appelle du travail lourd. Donc, ça serait pelleter de la neige, pousser des boîtes, soulever des choses pesantes. Mais lui, ce qui marche bien, c'est faire la brouette. Je dis, allez, on va faire la brouette. Parce que souvent, en plus, quand il est en fuite, qui est super excité comme ça, avant qu'il explose, je dis, on va faire la brouette. Allez, on fait le tour de la maison. Puis il se met à quatre pattes, je lui prends les jambes, là, puis voilà, là, une patte à la fois, il va, il avance. Puis cet effort qu'il faut faire pour se coordonner, puis se balancer, puis tirer, tout d'un coup, là, OK, ça va. Ça se calme comme ça. C'est pareil que le trampoline pour certains. Moi, mon fils, le trampoline, ça ne marche pas parce que ça l'excite de plus, de plus, de plus, de plus en plus. Lui, c'est dépenser cette énergie. Des fois, là, on est dans le magasin, puis je suis sûre les gens me prennent pour une folle parce que je lui dis, va chercher un mur, puis fais des push-ups. Puis il est là, puis il fait des push-ups. Mais il va, puis là, il se fatigue. Oh, OK, ça va, je suis prêt, je peux continuer. Donc, tu sais, cet exercice physique comme ça peut aider. Des fois, c'est juste la musique, n'importe quoi pour les aider. Donc, c'est ça, pour se réguler, c'est ça qui marche. La deuxième étape dans cette équation, c'est relate. Ça veut dire se lier, connecter. Encore, on n'est même pas au point où on est en train de voir qu'est-ce qui a déclenché, mais c'est juste de faire ce lien pour rassurer l'enfant. Une fois qu'il est plus agité, c'est lui dire, je suis là, je t'aime, je vais rester là toujours. Il n'y a rien que tu peux faire pour que je m'en aille. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme juste rester là, puis comment tu te sens? Est-ce que tu es triste? Moi, maman voit que tu es un petit peu triste. Est-ce que tu es en colère? Qu'est-ce qui t'a fâché? Juste le montrer qu'il n'est pas seul en ce moment-là, puis connecter avec eux. Et c'est juste après ça, ce moment de connexion, qu'on vient à la raison. Et ça, c'est vraiment avoir la discussion de qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est juste à ce moment-là vraiment qu'on parlera de, tu sais, peut-être la réaction initiale que tu as eue, là, c'était pas une bonne idée. C'est pas acceptable de donner des coups de pied au petit à côté juste parce que tu voulais le casse-tête avant lui. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais il faut que l'enfant soit calme puis qu'il ait dépassé cette réaction avant qu'on puisse arriver à ce point-là. Puis aussi, l'étape de raison, c'est pas nécessairement qu'on va arriver à ce point-là le même jour ou le même moment que ça s'est passé. Des fois, c'est 2 jours plus tard si l'enfant est encore trop agité. Le but de ça, c'est pas de revenir puis faire un retour et travailler ce qui s'est passé pour qu'il le fasse plus de nouveau. Le but, c'est de désescalader l'enfant puis l'aider lui-même à gérer ses émotions. Si c'est, on peut revenir plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a déclenché, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois. C'est vraiment pour vous donner un espace pour revenir à ça, puis faire un plan pour la prochaine fois pour que ça n'arrive pas de nouveau. Et je vais vous dire aussi que quand on fait ça plusieurs fois avec les enfants, après un moment, c'est même eux qui reviennent à la partie du raisonnement
une fois qu'ils seront prêts. Quand ils sont calmes, quand vous avez connecté avec eux, ils se sentent en sécurité. Ce jour-là, le soir ou le lendemain, ils vont peut-être vous revenir et dire, tu sais, maman, tu as raison, j'aurais pas dû donner un coup de pied à Philippe, je sais pas quoi, là, mais j'avais vraiment envie du casse-tête, puis j'avais peur que j'allais plus jamais avoir la chance de le faire. Donc là encore, ben, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour empêcher ça? Et c'est comme ça qu'on travaille ça. Ce qui arrive souvent, c'est que dans les écoles, c'est pas ça qui se passe du tout. On veut arrêter le comportement tout de suite, puis c'est stop ou tu vas avoir une conséquence. Mais les enfants, là, ils sont pas dans l'état pour raisonner ça du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, je sais qu'il se fait tard, là, puis normalement, on devait avoir une petite discussion pour parler un peu de comment aider un enfant à se réguler. Avant qu'on fasse ça, je vais juste rajouter que la prochaine partie de ça, c'est que c'est très important comme parents d'être régulés nous aussi, puis c'est pas toujours facile. Donc, dans toute cette équation, je vous dis que c'est important de vous soigner puis de reconnaître quels sont vos déclencheurs parce que voir comment un enfant peut vous ignorer complètement quand il est en fuite ou un enfant qui essaie de vous frapper quand il est en combat, c'est définitivement un déclencheur et c'est facile de réagir, de vouloir crier, de vouloir se reculer, de montrer de la colère. Et donc, c'est important de trouver une façon saine et un moyen de vous réguler vous-même avant d'approcher l'enfant comme ça. Et je vous invite à penser à qu'est-ce qui est des moments, d'abord, qu'est-ce qui peut être un moment déclencheur pour vous et comment est-ce que vous vous régulez, qu'est-ce que vous faites pour vous dans le moment et en général pendant la journée pour vous garder ça. Parce que aussi, les enfants, quand ils sont dans cet état fragile, ils vont faire un miroir de ce que vous leur offrez. Donc, si ça vous énerve de voir qu'ils ne vous font pas attention à vous, encore plus, ils ne vont pas faire attention à vous ou ils vont passer du côté colère. Moi, c'est ça qui se passe tellement souvent, là. Quand mon fils ne réagit pas, je suis comme, juste écoute, là. Il faut que je dise, OK, non, il y a quelque chose qui lui fait peur, il faut que je prenne du recul et je reviendrai quand je suis capable. Puis c'est ça, des fois, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc, c'est ça, la contagion relationnelle, comme je dis, c'est le miroir. Ils font le miroir de ce que vous faites. Donc, faites très attention à ce que vous leur montrez quand ils sont dans cet état-là, parce que sans savoir, d'abord, vous allez prendre de leur réaction et vous allez leur rendre aussi. Donc, un enfant qui est agité, énervé, ça va vous agiter, vous énerver, puis ça va agiter, énerver l'enfant. Ça finit jamais, là. Donc, il faut savoir comment gérer nos propres émotions pour pouvoir prendre du recul et les aider. C'est ça, je disais, tu sais, comprendre votre propre déclencheur. Je m'excuse, je vais vite, là, mais il est tard, puis je sais que c'est long. OK. Donc, on peut prendre quelques minutes, si vous voulez, pour discuter. Donc, des outils et des idées pour vous et nos enfants. Donc, je vais envoyer la présentation, puis vous allez voir, il y a une vidéo, c'est le modèle du cerveau dans la main. Ça explique juste comment j'ai dit, comment les enfants réagissent, puis comment leur cerveau marche comme ça. Il y a une belle petite vidéo qui explique vraiment les 3 étapes que j'ai discutées, comment raisonner, comment réguler, lier et raisonner. Et une autre chose que je voulais vous montrer, ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le site, notre site web. Je m'excuse pour le moment, c'est juste en anglais. Malheureusement, la traduction n'est pas arrivée à temps pour la présentation, mais quand j'enverrai l'enregistrement, j'aurai la traduction faite, donc vous pouvez vous en servir. C'est un petit guide, c'est un petit exercice qu'on peut faire avec nos enfants ou vous pouvez demander à un psychologue de le faire avec les enfants, à l'école de le faire avec les enfants. Et finalement, ce que ça fait, ça explique qu'est-ce que c'est d'être en réponse de survie et vous travaillez avec l'enfant, vous lui demandez, OK, quand tu te sens figé, quand tu as tellement peur ou que tu sais, qu'il ne se passe pas, qu'est-ce qui sont les choses
qui t'amène à juste pas bouger puis rester là. Et l'enfant peut noter. Puis, tu sais, ton corps, comment tu te sens dans ton corps? Et l'enfant peut dessiner ce que c'est. Donc, il y a comme ça une page de travail pour chaque chose, comme qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que c'est les bruits forts qui te font ça? Puis, vous pouvez travailler ça avec votre enfant, comment mon corps se ressent. Et c'est vraiment après un bon guide à partager avec l'école, avec n'importe qui les garde, pour qu'ils puissent reconnaître d'avance quand votre enfant est proche d'atteindre cette réaction survie, donc quand ils sont en train de bouillonner, là, et même après, il y a une partie où l'enfant peut indiquer qu'est-ce qu'eux pensent qui les rassure. Donc ici, en anglais, il y a des exemples, mais si l'enfant dit, tu sais, quand je suis comme ça m'aide si quelqu'un reste avec moi, ça m'aide si quelqu'un respire fort avec moi, si quelqu'un me dit, je suis correct, ça va. Donc, toutes ces choses-là, c'est des exemples. C'est vraiment un bon petit guide à faire justement avec vos enfants et ensuite à partager à l'école. Puis Je vous dirais, le petit guide pour l'école, là, je ne sais pas si tu allais le montrer, là. oui, c'est ça, Parce que je pense à j'allais dire. Mélissa, ouais, justement. Ça Je vous serait comme dirais, parfait, là. oui, aussi que sur notre site web, on a des aides-mémoires pour toutes les choses qu'on vous a données, de à quoi ça ressemble et tout ça. Tu vois, comme l'aide-mémoire, la survie à l'école, c'est un petit guide que vous pouvez imprimer et donner à l'école. Et celui-ci est en français. Celui-ci, on a eu la traduction à temps, là. Mais vous pouvez partager ça avec l'école pour dire, voilà les choses à observer pour ma fille ou mon fils. Voilà ce qui peuvent les aider. Et il y a même, vous voyez, là, ça donne juste des exemples de quand je suis en fuite, à quoi je ressemble, quand je suis en soumission, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider. Donc, ça leur donne des trucs pour les aider. Et il y a aussi une version que vous pouvez imprimer et garder chez vous. Puis je vous dis, là, ça peut aider ça, même des fois, quand nous, on n'est pas régulé parce qu'il y a quelque chose qui se passe, ça fait du bien de pouvoir se référer à ça. Donc, toutes ces choses-là sont sur la page web. Et comme je vous ai dit, je vous promets que le What Survival Looks Like for Me, que c'est le livret de travail, là, on va l'avoir traduit bientôt. Donc, je reviens, puis... oh, je clique encore, attends. C'était-tu ma dernière fiche? Oh, non. Et puis la dernière chose, comme je vous dis, c'est vous n'êtes pas seul. C'est tellement important de rester connecté avec vous, avec nous. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Vous pouvez partager avec les mamans du réseau. On a tous vécu ça, on comprend. N'hésitez pas vraiment à venir nous voir, nous appeler, participer. Et si vous êtes intéressé à participer à d'autres webinaires, vous pouvez trouver justement en ligne sur notre site web toutes les activités qu'on a à venir. Ce mois-ci, on en a plus que d'habitude qui sont des webinaires, juste parce que c'est le mois justement de la sensibilisation à l'adoption. Mais vous allez toujours voir toutes les choses qu'on a disponibles. Puis, une chose que je veux rajouter, à part du webinaire sur comment Parenting in the Trenches, qui est en anglais, il va être disponible en français après le fait, il faut qu'on le fasse traduire. On a aussi ce mois-ci, pour la première fois, une rencontre francophone qu'on ouvre à toute la province. Puis on voudrait vraiment bâtir ce soutien, cette communauté francophone. Donc, si vous avez la chance de participer, s'il vous plaît, venez, même si c'est 15-20 minutes, juste pour qu'on se connecte puis qu'on puisse échanger en famille. C'est important. Entre familles, pardon, c'est important d'avoir cette connexion francophone. Même simplement ceci pour se rendre compte que les professionnels du côté anglophone et francophone, ce n'est pas nécessairement les mêmes. Donc, pour s'échanger des noms, se partager des références, même pour voir comment on travaille avec les soutiens de l'école, tu sais, le district francophone, le district anglophone, ce n'est pas le même. Ils n'ont pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes démarches. Donc, c'est vraiment important de bâtir cette communauté francophone. Alors, je vous invite vraiment à participer si vous pouvez. Comme j'ai dit, même si c'est 10-15 minutes, juste pour venir dire un allô, pour qu'on sache que vous êtes là et pour que les gens puissent voir qu'on peut bâtir ça. Donc, puis, ça, c'est comment vous connecter à nous. Je pense que vous savez déjà, là. Et je reviens à la première idée, c'est que se sentir en sécurité, c'est le traitement. Donc, si vous avez un enfant, justement, qui a des réactions de traumatisme comme ça, le travail premier, c'est les sécuriser. Ça veut dire soit avoir quelqu'un avec eux ou rester avec eux. Puis vous allez
après les sécuriser, c'est là que vous pouvez trouver la source, qu'est-ce qui les a déclenchés et travailler ça avec eux. Donc, c'est ça. Puis je vous laisse